Bonjour, vous vous posez sûrement des questions sur l'énergie nucléaire. Vous êtes curieux, sceptique, intrigué, peut-être un peu inquiet. Vous cherchez à vous faire une opinion par vous-même. Eh bien, c'est ici que ça se passe. Pour mieux comprendre comment cette énergie est produite, quel est son rôle dans notre vie quotidienne, dans la vie économique du pays, dans notre futur, comment ça marche, est-ce que c'est fiable, à quoi ça sert, à quoi ça peut servir. Eh bien, dans ces podcasts, nous essayons de vous apporter des réponses concrètes avec des spécialistes. Et aujourd'hui, nous allons vous raconter tout simplement comment fonctionne une centrale nucléaire. Centrale nucléaire, mode d'emploi. Vous savez peut-être qu'une centrale nucléaire produit de l'électricité, ça c'est la base. Vous savez même peut-être que 70% de l'électricité produite en France vient des centrales nucléaires. Mais ce qui vous manque peut-être, c'est la notice de fonctionnement. Eh bien, nous allons vous la donner. Le nucléaire en clair, un podcast de la Sfen, présenté par Jérôme Godefroy. Le nucléaire en clair vous propose donc de rencontrer deux grands responsables d'EDF qui connaissent très bien les centrales nucléaires de l'intérieur. D'abord, Sylvie Richard, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez des responsabilités importantes maintenant à la direction du parc nucléaire national, mais vous avez travaillé dans une centrale, je crois. Vous avez été directrice d'une centrale. J'ai travaillé dans 3 centrales différentes et j'étais directrice de la centrale de Tricastin. Tricastin qui est dans la Drôme, c'est ça? Exactement. Bon. Et François Goulin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à la direction du parc nucléaire, vous aussi, à Paris, au niveau national. Mais vous avez travaillé dans une autre centrale, vous. Dans plusieurs, mais dans une en particulier. Alors, dans 4 centrales, et j'ai été directeur de la centrale de Belleville-sur-Loire dans le Cher et Gravelines dans le Nord. Alors, bon, les centrales, vous connaissez. Moi, quand j'ai vu pour la première fois une centrale de près, c'est très, très, très impressionnant. C'est des grosses machines. Mais en fait, tout simplement, Sylvie Richard, François Goulin, je vous pose une question très, très, très bête. Tout ça pour faire quoi? Pour faire chauffer de l'eau, en réalité. Sylvie Richard. Oui, exactement. Effectivement, on a d'abord le réacteur qui est finalement comme une cocotte minute et donc à l'intérieur avec du combustible. Peut-être on pourra rentrer un petit peu plus dans le détail sur ce qui se passe. Et le but, c'est bien par les chocs et la séparation des atomes nucléaires de produire et de faire chauffer de l'eau. François Goulin, en fait, c'est d'abord et avant tout une centrale électrique. Et la différence, c'est le combustible en réalité. Alors, sur les centrales nucléaires, effectivement, ce qui produit la chaleur, c'est l'uranium enrichi, donc le combustible qui fait la différence par rapport aux autres centrales qui peuvent être à combustible gaz, combustible charbon. Donc, on met de l'uranium au lieu de mettre du charbon, mais ça fait chauffer de l'eau. Alors après, moi, j'ai vu, par exemple, au tout début du chantier de l'EPR à Flamanville, j'ai vu sur ce chantier, sur le parking, j'ai vu des tas de tuyaux. Parce que les centrales nucléaires, c'est d'abord un énorme réseau de tuyauterie. C'est bien ça, Sylvie Richard? Oui, en fait, on a beaucoup de tuyaux parce qu'on cherche aussi à avoir des circuits qui sont séparés. Donc le circuit dans lequel va circuler l'eau la plus chaude, aux alentours de 300-320 degrés, celui-là, il reste isolé et il vient au contact d'un autre circuit et il y a encore un troisième circuit. Alors, donc ça fait beaucoup de tuyaux. Le circuit primaire. Donc c'est le premier. C'est celui qui est dans le bâtiment réacteur. C'est bien ça, François Goulin? C'est ça, il est complètement à l'intérieur du bâtiment réacteur, cette grande enceinte en béton de plusieurs mètres d'épaisseur. Et ce circuit primaire contient l'eau chaude, 300 degrés, mais aussi à signaler, c'est le seul endroit finalement des 3 circuits où nous avons de l'eau radioactive. Donc il n'y a pas de radioactivité dans les autres circuits dont on va parler maintenant. Non. C'est ça. Le circuit primaire, c'est celui qui est dangereux quand même. C'est le circuit qui contient la radioactivité. Alors après, ce circuit-là, qui est très chaud, il est au contact du circuit secondaire, c'est bien ça? C'est bien correct. Et donc le circuit secondaire, lui, sa fonction, ça va être de transformer de l'eau en vapeur. Puisque dans le circuit primaire, nous ne l'avons pas précisé, l'eau, elle reste toujours à l'état liquide. Au secondaire, c'est de la vapeur. C'est de la vapeur qui fait tourner quelque chose. Il fait tourner une turbine. Donc, comme dans une centrale à gaz ou à charbon, cette vapeur fait tourner la turbine. Et juste à côté de la turbine, entraîné par la turbine, nous avons l'alternateur qui produit l'électricité
puisque finalement, vous l'avez dit, le but d'une centrale nucléaire, c'est de produire de l'électricité. Quand il y avait encore des dynamos sur les vélos, ça disparaît. C'est une grande dynamo. C'est une grande dynamo de vélo, donc qui fait tourner quelque chose, et c'est ça qui, au bout du compte, fait de l'électricité. Alors, il y a un troisième circuit, Sylvie Richard. Alors, il sert à quoi? Alors, ce troisième circuit, il sert au refroidissement. En fait, pour que la turbine tourne le mieux et vraiment le plus vite possible, en quelque sorte, à la vitesse qui aura été fixée, eh bien, ce troisième circuit va permettre de faire du vide et aussi, du coup, de refroidir pour récupérer l'eau et ensuite la réinjecter pour refaire à nouveau le circuit de vapeur. Parce qu'on est à quelle température, François Goulin, à ce moment-là? Alors, sur le circuit primaire, 300 degrés. La vapeur, on va dire, c'est 240, 250 degrés. Et ensuite, c'est refroidi par ce troisième circuit. Alors, pour Gravelines, c'est l'eau de la Manche qui est prise. Et par échange thermique, elle refroidit cette vapeur qui se retrouve d'ailleurs en eau pour être réinjectée dans le circuit. Alors, la Manche, la mer, mais par exemple, Tricastin, on n'est pas au bord de la mer. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme eau pour Alors, on est au bord d'une rivière, ouais. Donc on prend l'eau de la rivière, du fleuve. Ouais. Et donc, il y a plusieurs options possibles. Soit c'est l'eau qui est directement utilisée, ou encore mieux, ou en tout cas, ça permet aussi d'utiliser l'air comme refroidissant. On peut avoir des tours aéro-réfrigérées. Alors, c'est les grandes tours très, très, très impressionnantes. Quand on ne connaît pas comment fonctionne tout ça, on se dit, alors là, c'est des vapeurs nucléaires qui s'échappent dans l'atmosphère. Ça doit être très, très dangereux. Mais François Goulin, c'est pas ça du tout. C'est de la vapeur. Alors, il n'y a pas un gramme de radioactivité. Ouais. Et d'ailleurs, mon petit garçon appelait ça l'usine à nuages. Et en fait, on fabrique du nuage. Et en fait, cette eau chaude, elle est à l'air libre. Et elle ruisselle et elle se refroidit. Et donc, elle produit de l'évaporation, de la vapeur. Alors, les centrales nucléaires, d'une manière générale, que ce soit l'eau de la mer ou l'eau des rivières, ça pompe énormément d'eau. Sylvie Richard. Oui, ça se compte en tonnes. Ouais. Si je ne dis pas de bêtises, on doit être à 50 tonnes. 50 tonnes seconde par réacteur. Par réacteur. Ouais. Et donc, effectivement, il y a quand même une partie qui est restituée. Ouais. Nous avons échangé tout à l'heure sur 2 options. C'est en circuit, donc, soit ouvert, c'est-à-dire ça va retourner à la rivière exactement avec la même proportion d'eau. Quand on est sur une tour aéro-réfrigérante, il y a un peu d'évaporation. Donc, mais il y a une petite déperdition quand même, toujours, alors, forcément. Sur les circuits comme Gravelines, il n'y a pas de déperdition, puisqu'on rend l'eau un petit peu plus chaude, environ 10 degrés d'ailleurs, ce qui est une valeur assez faible. Par contre, sur les grandes tours aéro-réfrigérantes, là, il y a de la déperdition, c'est environ 1 tonne seconde de déperdition. Alors, vous m'inquiétez un petit peu parce que vous dites chaleur, il y a le réchauffement climatique qui est indéniable. On reproche quelquefois aux centrales nucléaires de chauffer de l'eau et de la restituer quand même un peu plus chaude qu'au départ. Quand même. Alors, il y a une tâche. En fait, il y a ce qu'on appelle une tâche thermique. Je rassure tout le monde, elle est très très faible et de valeur tout de suite diluée dans l'eau de mer. Et pour l'exemple de Gravelines, la tâche thermique, c'est uniquement quelques centaines de mètres. Et au bout de 200 à 300 mètres, vous ne sentez pas du tout. Et en clair, il n'y a plus d'échauffement de l'eau. Et donc, d'ailleurs, ça n'a aucun impact sur la faune et la flore locale du fait que l'échauffement est très très localisé. Et encore une fois, 10 degrés, ça reste des valeurs finalement assez faibles dans l'absolu. Alors, dans la mer, je comprends parce qu'il y a beaucoup d'eau, mais dans un fleuve, une rivière, Sylvie Richard, ça se présente ainsi bien aussi? Dans la rivière, on est de l'ordre du degré d'échauffement. Et ça, c'est quand on a vraiment 4 réacteurs qui fonctionnent. À nouveau, ça se dilue. Et donc, c'est quand on mesure cette température ou cette élévation de température juste à proximité. Ensuite, ça se dilue dans la totalité de la rivière. Et donc, bien sûr, ça limite largement les impacts. Alors, je vais revenir sur le combustible. On met de l'uranium, c'est ça. C'est-à-dire, c'est quoi exactement? Ça se présente comment? C'est une matière première, comme le fer, par exemple, qui se trouve dans l'état naturel, donc de l'uranium. Simplement, pour qu'il fonctionne dans nos centrales nucléaires, on l'enrichit, on le dope un peu de façon que la réaction nucléaire soit un petit peu plus vive. Et il est importé d'où, Sylvie Richard? On en a dans plusieurs pays, l'Australie, la Russie, et on en a même un petit peu en France, dans le Limousin. Si je ne dis pas de bêtises, ce sont des mines qui ne sont plus utilisées. Voilà, en fait, ça se trouve quand même à l'état naturel relativement facilement dans des mines. Alors, dans vos centrales, ça arrive sous quelle forme, François Goulin? Alors, il arrive sous forme d'éléments combustibles. Donc, ça fait, on va dire, 4 mètres de haut, 30 cm de côté. Donc, un parallépipède, ça fait plusieurs tonnes par ailleurs. Mais en fait, quand il est là, il a été fabriqué et travaillé par notre fournisseur de combustible
qui peut être français ou d'autres entreprises. Alors, c'est dans des grands tuyaux, c'est ça, non Oui, alors c'est ce qu'on appelle des crayons combustibles. Oui. Donc ça fait, on va dire, 1 cm de diamètre, 4 mètres de long. Et à l'intérieur, vous avez des petites pastilles. Des pastilles. Qui font 12 mm de haut, donc un gros centimètre. Un gros bonbon, alors. Un gros bonbon. Ouais. Et vous remplissez ces barreaux de pastilles. Il y a combien de ces grands tuyaux, Sylvie? Alors, combien de ces pastilles déjà combien de ces pastilles, On a dit 4 mètres de haut, la pastille fait à peu près 1 cm, de l'ordre de 400. Ouais. Et effectivement, 30 cm de côté pour notre parallélépipède. Il y a beaucoup de ces tuyaux. Oui, tout à fait. Combien? Plusieurs millions de pastilles. Il faudrait faire un petit calcul mathématique. Ouais. Mais, Bon. Il y a 17 x 17 crayons, 200 éléments combustibles, 400 pastilles. Je laisserai les auditeurs faire le calcul. Donc, on les met comment? Parce que le charbon, on imagine qu'on le met dans la chaudière de la locomotive autrefois, mais là, comment on place ce combustible dans le cœur de la centrale, François Goulin? Alors, quand il arrive, alors bien sûr dans des camions surveillés, protégés, mais je voulais simplement signaler qu'il n'est pas radioactif. Donc, on peut le prendre naturellement avec un engin de levage. Bon, un assemblage combustible, ça fait. Donc, au départ, quand il arrive dans la centrale, dans les camions, il n'y a pas de radioactivité. Il n'est pas. Alors, c'est un élément faiblement radioactif, mais vous pouvez le prendre à la main. Il n'a pas de dangerosité particulière au sens de la radioactivité, puisque la fission nucléaire n'a pas eu lieu. Oui, donc ça, c'est le processus de physique que vous allez opérer. La fission nucléaire, c'est le processus physique qu'on opère une fois dans le cœur du réacteur. Ouais. Et donc, quand il arrive, il est stable, il est froid, je dirais. Ouais. Et donc, on le met ensuite dans la piscine combustible, sous eau, parce qu'on part du principe qu'à partir de ce moment-là, on le laisse en permanence sous eau. Sous l'eau, parce que l'eau, c'est un premier élément protecteur. Une protection contre les rayonnements ionisants, par exemple, et le refroidissement. Alors, même si quand il est neuf, il n'a pas besoin d'être refroidi. Bon. Alors, Sylvie Richard, François prononçait le mot fission. Qu'est-ce que ça veut dire ? La fission, en fait, on parle d'uranium depuis tout à l'heure. En fait, c'est l'uranium 235 qui est l'atome qui est fissile. Et donc, des neutrons vont être envoyés sur cet atome. Et donc, ça va le casser, ça va le séparer pour produire d'autres éléments. Et dans cette séparation, va se créer de la chaleur. Et ça va aussi libérer d'autres neutrons. Donc, comme ça poursuit le phénomène. Alors, après, il y a une réaction en chaîne. C'est-à-dire que ça c'est très, très important. On a l'impression que ça s'emballe un petit peu, mais c'est cet emballement qu'il faut contrôler. C'est bien ça, François Goulin. Alors, le travail des opérateurs en salle de commande, des techniciens de la centrale qui sont à la manœuvre, je dirais, c'est effectivement de maîtriser cette réaction nucléaire et d'éviter l'emballement, comme vous l'avez très bien dit. Et donc, pour ça, on utilise d'autres éléments qui viennent consommer ces neutrons, en particulier le bore, qui est un produit qui permet de manger ces neutrons. Et Sylvie, si ça se passe mal, si ça s'emballe, si on n'arrive pas à contrôler, qu'est-ce qui se passe ? Le scénario catastrophe, c'est quoi ? Alors, avant le scénario catastrophe, on a une surveillance en permanence par des femmes et des hommes qui ont donc des moyens de réduire et d'agir. Nous avons aussi des automatismes, et en particulier ce qu'on appelle des barres de commande, et donc qui vont pouvoir descendre de façon automatique et venir complètement autour des assemblages combustibles pour capter les neutrons et stopper cette réaction en chaîne. Alors, le cauchemar, vous avez été tous les deux directeurs de centrales nucléaires, c'est quand le cœur est en fusion, c'est bien ça, c'est ça le scénario le plus épouvantable. En fait, avec nos éléments combustibles, effectivement, il y a... La réaction nucléaire, si elle n'est pas maîtrisée, ça conduit à un échauffement, en fait. Donc, ce n'est pas une explosion, contrairement, je dirais, à peut-être que la légende. Ce n'est pas une bombe atomique. Ce n'est pas une bombe atomique. Tout, ça ne peut pas, parce que physiquement, il n'y a pas assez d'uranium, 235 en particulier. Et donc, on a un échauffement de la matière. Et nous, c'est une fusion, en fait. L'uranium, s'il est à très haute température, 2000 degrés environ, il fond. C'est ce qu'on appelle une fusion. Alors, en France, sauf maintenant pour l'EPR qui est en construction à Flamanville, où il y a un seul réacteur, mais dans les centrales, il y a plusieurs réacteurs. Ça peut être 2, 4, 6, c'est à peu près ça. Oui, ça fonctionne par paire, effectivement. Gravelines, c'est 6 réacteurs. C'est 6 réacteurs de 900 MW chacun. D'ailleurs, il y a une histoire assez intéressante à propos de Gravelines. Les 2 réacteurs que vous avez eu en plus... 5-6. Je crois que vous parlez des réacteurs 5-6. 5 et 6, qui sont les réacteurs dont on a une hérité, en quelque sorte, après la chute du Shah d'Iran, c'est ça ? Je crois que je vois
voit que vous connaissez bien l'histoire de Gravelines. C'est effectivement les tranches qu'on appelle les iraniennes et qui étaient destinées à l'Iran et que la France a refusé de vendre après la chute du Shah d'Iran. D'accord. C'est 2, 4, 6. J'ai vu que dans pas mal de centrales, où, par exemple quand il y a 2 réacteurs, il y a aussi de la place pour en faire d'autres, des réacteurs. C'était prévu ça, plus ou moins. Oui, on a plusieurs sites où l'espace foncier permettait souvent d'accepter 4 réacteurs. Et puis, c'est une paire. Ce sont 2 réacteurs qui ont été implantés. Alors, on a parlé du fonctionnement, du combustible. Mais alors, c'est comme toutes les machines industrielles. Il faut faire de la maintenance. Il faut réparer. Comment ça se passe? J'ai entendu l'expression arrêt de tranche. Qu'est-ce que ça veut dire, François Gault? Alors, une fois par an, ou tous les 18 mois, ça dépend des modèles de réacteurs. On arrête le réacteur pour faire des opérations de maintenance et renouveler une partie du combustible. Ça veut dire que tous les réacteurs ne sont pas en fonctionnement en même temps, en général. Alors en général, après en hiver, notre ambition, notre objectif, c'est d'en mettre le plus possible sur le réseau. Et il est arrivé plusieurs hivers de suite d'avoir les 58 réacteurs en production. Néanmoins, il est vrai qu'au printemps, été et début d'automne, on a 2, 5, 10, 15 réacteurs qui peuvent être en arrêt pour maintenance. Et donc ça prend combien de temps, Sylvie, ces opérations? Alors, on a 3 formats d'arrêt de tranche. Quand c'est un arrêt de tranche format court, c'est une grosse trentaine de jours. Les arrêts plus conséquents, où on fait de la maintenance tous les 2 ans, plus élaborés, on est sur une cinquantaine de jours, 50, 60. Et puis, les grosses visites des 10 ans, là, ça va avoisiner les 3-4 mois. Ça peut même être un peu plus long quand on fait des grosses évolutions sur l'installation. Est-ce que les techniciens qui font ces opérations de maintenance dans les arrêts de tranche, parce que tranche, ça veut dire réacteur, en gros. Oui, c'est exactement ça. Ces arrêts de tranche, est-ce qu'ils rentrent au cœur même du réacteur ou il y a des zones où on ne va jamais, François Goulin? Alors, ils rentrent dans le bâtiment réacteur et ils font des opérations de maintenance sur l'ensemble des équipements de ce bâtiment réacteur. Et effectivement, il y a des zones sur lesquelles on ne va jamais. C'est une zone qui est sous la cuve, en fait, qui est condamnée au démarrage du réacteur, et ce qu'on appelle le puits de cuve. Et c'est une zone, finalement, d'interdiction sur laquelle on ne peut pas aller. Alors, les centrales nucléaires en France sont sous l'autorité d'une espèce de gendarme très sévère, qui s'appelle l'Autorité de sûreté nucléaire, l'ASN. Qu'est-ce qu'ils font, les gens de l'ASN? Alors, je ne dirais pas qu'ils sont sous l'autorité de l'ASN. L'exploitant, il est unique, c'est EDF. On représente ici, qui est représenté ici. Mais si j'interviens, c'est que je pense qu'il faut être clair. Il n'y a qu'un seul responsable de la sûreté nucléaire en France, c'est l'exploitant des centrales nucléaires. Néanmoins, et c'est tout à fait normal, il y a une entité indépendante qui est chargée du contrôle de l'exploitant, et c'est donc l'autorité de sûreté nucléaire. Moi, j'ai entendu dire une fois dans une centrale que quand il y a une poubelle renversée sur un parking, l'ASN intervient. Enfin, j'exagère un petit peu, mais ils sont très pointilleux. En fait, ils font leur travail et c'est important, je pense, pour le citoyen français, d'être rassuré par le fait qu'il y a une autorité de surveillance et de contrôle qui est exigeante et qui est présente aussi sur les unités, puisque finalement, ils se déplacent et ils viennent fréquemment voir et inspecter nos installations et nos pratiques. Je reviens au début. On a dit très clairement qu'il s'agissait de produire de l'électricité, mais comme on produit de la chaleur dans les centrales nucléaires, est-ce que cette chaleur, elle n'est pas utilisée quelquefois pour d'autres usages? Sylvie? Oui, on a quelques... Alors, j'étais dans la centrale de Dampierre dans une vie antérieure. Donc, quelques centrales utilisent cette eau chaude. Donc, on est sur le 3e circuit que nous avons évoqué, notamment pour des serres. C'était le cas à Dampierre. Bon, c'est quand même... ça implique aussi un accord et donc une organisation particulière avec le producteur, là, en l'occurrence, ou celui qui va utiliser la chaleur, puisque, comme nous l'avons dit, à certains moments, on stoppe la production pour faire de la maintenance. François Gaulin, aussi à Gravelines, il y a Oui, il se trouve qu'à Gravelines, on a la plus grande ferme aquacole française et on produit 1200, 1400 tonnes de bar et de dorades qui sont élevées grâce à l'aide de l'eau chaude de la centrale de Gravelines. Quand vous repensez aux centrales dans lesquelles vous avez travaillé, quelle image vous en gardez l'un et l'autre, Sylvie? Moi, j'ai 2 images qui s'entremêlent. Il y a les hommes et il y a la machine, en fait. Et c'est tellement lié, puisqu'en fait, je ne sais pas si je qualifierais ça d'amour, mais il y a vraiment une fusion, ou en tout cas une proximité très forte
entre le personnel, qui est important, plus de 1000 personnes sur 4 réacteurs, et ces machines qu'on entretient, qu'on surveille. J'ai l'image d'un rondier, donc c'est une personne qui réalise des rondes 24 heures sur 24, le personnel qui se relaie, et qui appose la main sur certains matériels pour sentir les vibrations, pour vraiment capter, et ça fait partie des gestes attendus de surveillance de l'installation. François Goulin. En fait, c'est effectivement la somme des deux. J'allais dire, avec mes mots, la complexité de la machine et l'incroyable professionnalisme des femmes et des hommes qui rendent cette alchimie qui finalement, comme parfois j'aime à dire, transforme des neutrons en électrons pour fournir de l'électricité à tous les Français. Eh bien, merci à tous les deux, Sylvie Richard, François Goulin, tous les deux de la direction du parc des centrales nucléaires à EDF. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres podcasts produits par la Sfen chez vos diffuseurs habituels et sur le site de la Sfen, sfen.org. À bientôt.